Dame tu un perrito caliente. Hey, vamos a ver, hey. Castaña, castaña. Bon, alors, salut Pierre. Bonjour. Tu es un jeune artiste, enfin plus très jeune maintenant, mais tu es venu à Sarajevo comme jeune artiste en venant des Beaux-Arts en France. Et tu as ouvert un énorme lieu qui s'appelait 10 mètres carrés, comme son nom l'indique. Et là, nous sommes dans un nouveau lieu. Tu as multiplié par 10 ta surface d'action. Et donc, tu vas nous parler un peu de ça. Donc, cette galerie, d'abord, les 10 mètres carrés est ouverte depuis quand? Alors, en fait, cette aventure, elle a commencé au tout début par un échange Erasmus entre l'École des Beaux-Arts de Paris et l'École des Beaux-Arts de Sarajevo. Donc, je me suis retrouvé comme étudiant à l'École des Beaux-Arts de Sarajevo. J'ai toujours pensé que ça a été une grande chance, que ça m'a permis tout de suite de baigner dans le monde de la culture à Sarajevo. L'école des Beaux-Arts, c'est celle qui est pas loin d'ici, qui est sur très belle. Sur la rive là. Une belle chose. Très très beau bâtiment. Donc j'ai très jolie passerelle. Ouais, exactement, la passerelle de looping. Voilà. C'est une étudiante des Beaux-Arts d'ailleurs qui l'a réalisé. D'accord. C'était un concours interne. Vachement bien. Donc ça, c'est il y a 6 mois à peu près qu'ils sont passés là-bas à l'école des Beaux-Arts en tant qu'étudiants. Donc à rencontrer des jeunes artistes, des étudiants, les professeurs, à les suivre un peu partout. Et je me suis fait emmener à droite, à gauche. Et j'ai très très vite été parachuté, on va dire, dans les bons endroits. Enfin, ça a été vraiment une porte dorée dans la vie sarajevienne. Ouais, nous sommes en 1980. Et là, on est en 2001. 2001. Premier séjour en 2001. D'accord. On a refait un second échange Erasmus avec Claire en 2004. Donc on est revenu encore à Sarajevo pendant plusieurs mois. L'échange Erasmus est terminé en fait fin juin. Donc fin juin à Sarajevo, se dire, Claire et moi, bon voilà, on est ici à Sarajevo, qu'est-ce qu'on fabrique? On est en juin, bon, chaussures, on a 2 mois devant nous, on va en profiter pour aller faire un petit road trip dans les Balkans, aller voir ce qui se passe en Croatie, en Serbie, voilà, passer l'été en fait dans les Balkans. Retour à Sarajevo début septembre, et là en se disant, mais on est vraiment bien ici. Mais bon, on ne peut pas vivre comme ça d'amour et d'eau fraîche, on ne peut pas voilà, rester sans rien faire ici, on ne peut pas être des touristes. Et vers le mois d'octobre, septembre-octobre 2004, en fait, suite à une grande soirée enflammée au Kino Bosna avec plusieurs artistes, des amis, des professeurs qui m'expliquaient en gros qu'il n'y avait quasiment aucune galerie indépendante pour les soutenir, pour un peu leur travail. J'ai balancé peut-être à 4h du matin, bon écoutez, peut-être, moi je suis quasiment sans le sou aussi comme vous, mais voilà, je suis français ici, je suis pas trop mauvais en rédaction de projet, etc. Et je leur ai dit, bon, ce qu'on peut faire, on peut essayer, je vais rédiger un projet, aller voir l'ambassade de France, aller voir le centre culturel André Malraux, aller voir les bureaux de Pro Helvetia, le Goethe Institute, essayer de trouver 2-3 sous pour potentiellement commencer quelque chose. D'accord. Est-ce que ce matin on a visité l'Institut Bosniak, qui est très beau aussi, un très beau lieu, très grand, et je pense que c'est ce qu'il voulait d'ailleurs, monsieur Zulfikar Pajic. On a pris conscience qu'en Bosnie, effectivement, il y avait une histoire artistique très longue et très comparable à l'Europe, enfin, bon, avec vraiment des gens jusqu'à aujourd'hui qui peignent, qui font des choses très belles. Est-ce que c'est ça qui t'a un peu plu ici ou c'est Ah oui, mais en fait,
comment dire, Je veux dire, ce qui m'a surtout au début à la fois pas dépaysé choqué, et pas dépaysé. mais vraiment qui m'a vraiment touché très très fort, c'est que la plupart des artistes avec qui j'ai commencé à travailler à cette époque-là, en fait la plupart étaient jeunes adolescents pendant la guerre. D'accord. Et donc comment dire, par rapport à l'art, les questions qu'ils se posaient étaient me semblaient absolument cruciales. Qui sommes-nous et moi j'arrivais de mes beaux-arts à Paris où je pensais que la guerre pouvait arriver, qu'elle était en fin de compte c'est dans le malheur qu'on réfléchit, à disait 2 heures d'avion, et tous ces artistes qui produisaient des choses absolument incroyables et que je connaissais pas ce type d'art, en tout cas à Sarajevo. Il y a vraiment des questions liées à la mémoire, à l'identité, et vraiment avec un background très violent, très présent, très dur. Donc c'est ça qui m'a poussé à essayer de soutenir ces artistes. D'accord. Et donc tout début de l'année 2000. Donc ta recherche d'argent s'est à peu près bien passée? Alors, ça a été un tout petit déblocage de fonds de l'ambassade de France. La première à avoir appuyé sur le bouton, c'est Marion, il faut le rappeler, histoire vraie. Et associé au Centre culturel André Malraux, Francine nous a proposé de nous loger gratuitement au 4e étage du centre. Donc nous n'avions pas de frais de logement. D'accord. Donc ça, cumulé à une petite bourse de l'ambassade de France, a permis de démarrer la 10 mètres carrés, la galerie 10 mètres carrés, qui est un tout petit lieu que j'ai trouvé absolument par hasard, qui est en bas du centre Malraux aussi. Il y avait juste une étiquette à louer, 10 mètres carrés. Et donc là, juste de me dire, 10 mètres carrés, c'est parfait. Ça doit pas coûter très cher. On a trouvé le propriétaire et on a commencé à louer la galerie. Parce qu'il y a trois cages de 10 mètres carrés dans cet endroit. Et les autres servaient à quoi? Les autres sont toujours restés vides. C'est toujours été vide. C'est toujours été vide. J'ai jamais réussi à trouver les propriétaires. Bon. Il y a un avocat à un moment qui s'est installé à côté, mais c'est devenu une sorte de bureau où il venait jamais. C'est des fausses adresses. C'est un non-lieu. Encore un non-lieu. Donc on commence dans 10 mètres carrés en novembre 2004. Précis. Donc on a un rythme d'exposition qui est très soutenu parce que je me disais suivant l'ergonomie de l'espace dans 10 mètres carrés, on peut accrocher, décrocher très rapidement. Et donc on a eu un rythme d'à peu près 2 voire 3 expositions par mois pendant les 3 premières années à peu près. Est-ce que tu as trouvé les choses qui correspondaient à 10 mètres carrés ou bien est-ce que ce sont les artistes qui, sachant qu'il y avait 10 mètres carrés, ont fait des... C'est les artistes qui se sont appropriés le lieu. C'est ça. Et très souvent, ça donnait lieu à des expositions qui étaient vraiment conçues et faites pour cet espace. Génial. Qui étaient vraiment sous forme d'aquarium, un seul mur d'accrochage, 3 grandes baies vitrées. C'est ça. Alors c'est un peu un défi, mais intéressant. C'est un super challenge. Et en même temps, j'ai toujours pris la taille de la galerie presque comme un avantage, en fin de compte. Parce que, imaginons par exemple, vous êtes peintre. Si vous faites une exposition à 10 mètres carrés, vous devez choisir vos 4 meilleures peintures. Bien sûr. Il n'y a aucune possibilité d'un effet rétrospectif ou de montrer 10 000 choses. Donc la galerie de 10 mètres carrés, l'espace permettait de pointer les choses très précisément. Et donc ça poussait un petit peu les artistes aussi dans le retranchement, mais ils étaient obligés de jouer avec ces conditions d'exposition qui n'étaient pas commodes. Alors il faut aussi dire que tu as sorti un livre récemment qui raconte cette histoire et qui la montre aussi. Donc 10 mètres carrés, et comment tu as quand même essayé de changer un peu, de multiplier par 10 cet espace qui est intéressant mais aussi un peu court. Alors à la suite de 10 mètres carrés, il y a d'abord une première étape. En fait, il y avait un lieu mitoyen de 10 mètres carrés. Deuxième cage que j'ai fini par obtenir grâce à Alexis Arégiroglo. Et en fait, on avait commencé à louer cet espace. Donc là, c'était 2 boîtes à chaussures de 50 mètres carrés à peu près. Donc des espaces, vraiment des espaces d'exposition tout simples. Et en fait, les 2 premiers mois ont été utilisés comme studio de tournage pour le film Velikopone de Alexis Arégiroglo. Donc le deal avec lui, ça a été, moi j'avais trouvé l'espace et la production du film avait financé les 2 premiers mois de loyer. Donc pour tout vous dire, j'ai ouvert le duplex
avec 2 mois de loyer devant moi, en disant j'ai 2 mois pour trouver le 3e mois de loyer. Un ami m'a aidé à les financer et après ça a toujours été comme ça, du tricotage. Ah oui, le duplex, ça a d'abord été ça, d'accord. Du tricotage. Donc à un moment, pendant donc, de 2000, donc le duplex ouvre début 2008, j'ai toujours gardé les 10 mètres carrés, donc les 2 espaces étaient mitoyens et on avait des grandes terrasses sur les côtés. Donc on avait quasiment un petit quartier presque en centre-ville. Et les 2 structures ont été opérationnelles jusqu'à décembre 2011, où j'ai été obligé malheureusement de fermer. Parce que le loyer est trop important, baisse de subventions très très violente. Donc pour dire vite, banqueroute totale. J'ai fermé juste au bon moment avant d'avoir des grosses casseroles. J'ai fermé bien comme il faut, en rénovant les lieux, en les rendant tels qu'ils étaient, en allant payer les dernières factures. Enfin voilà, j'ai quitté propre les espaces. Donc on se retrouve en janvier 2012. Donc là, pour vous dire rapidement, j'ai les boules. C'est un peu galère, oui. Je trouve ça trop triste. Tous les artistes, etc. sont extrêmement déçus. On se tape des couvertures de tous les magazines et journaux d'ici, fermeture de duplex, j'enchaîne les télés, qu'est-ce qui se passe Là, j'explique, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Les médias ont quand même les médias nous suivent, ont relayé énormément ça, en France aussi. Et suite à la fermeture, donc en gros presque pour me calmer, je me suis dit bon ok, ça fait 7 ans, cette aventure est maintenant terminée, c'est fermé, mais ce qui serait bien, c'est vraiment de garder quelque chose, d'avoir quelque chose, une trace, vraiment. Tu as pensé au livre. Et c'est de là qu'est née l'idée du livre. D'accord. Au même moment, coup de bol absolument incroyable, je rencontre Oulay. Vous savez, peut-être le couple Oulay-Abramovic, c'est 2 grands performeurs des années 70, qui vient à Sarajevo. Je le rencontre par hasard, il arrive à la galerie, et donc je lui parle de tous nos déboires, etc. Oulay me propose de financer les 6 prochains mois de loyer de la galerie pour pas que ça s'arrête. On continue de discuter et je lui dis en gros oui mais les problèmes sont trop importants et je ne vais pas vous rappeler tous les 6 mois pour payer mes loyers, c'est pas possible. Donc on discute et je lui explique à un moment cette histoire de livre qui au moins permettrait de vraiment garder une trace tangible de tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire quasiment 200 projets en 7 ans d'activité. Donc là il me dit voilà, ça c'est la bonne idée, donc Pierre, trouve une chouette graphiste à Sarajevo, fais la maquette et tu m'enverras la facture de la boîte d'impression. Je deviens ton producteur. Très bien. Donc c'est Oulay qui finance le livre principalement, avec un petit soutien aussi de Agnès B et de l'ambassade de France. D'accord. Tout petit soutien. Suite à ça... le graphiste, c'était toi, non? Non, c'est Nina Knesevich qui est notre graphiste officielle, régulière de la galerie depuis le début presque. D'accord. Donc on travaille sur ce livre et à ce moment-là, donc on est fermé. Très belle rencontre avec Agnès B, qui est au courant un peu de tous nos déboires et qui nous dit en gros non mais c'est pas possible, c'est vraiment trop bête, on n'arrête pas de me parler de cette galerie, vous êtes quasiment le seul à faire ça, écoutez vous allez retrouver un lieu, prochaine fois que vous passez à Paris, vous passez à la Fondation, on ira voir le directeur de la Fondation du fonds de dotation. Et à ce moment-là, c'était Christopher Higre. Et ils m'ont dit, ramène tous tes dossiers, tout ce que tu peux, on va discuter et on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Et de là a été déclenché très très rapidement un premier soutien du fonds de dotation d'Agnès, qui m'a permis d'avoir les petits sous qui me manquaient pour finir le bouquin. Et en juillet 2012, donc il y a peu de choses près 2 ans pile, je réouvre la galerie dans cet appartement. Tu avais trouvé cet appartement entre temps ou Je l'avais trouvé fin juin, quelque chose comme ça. Et tu as dû aussi le rénover d'ailleurs. Je l'ai complètement rénové.
complètement rénové. Ouais. Donc ça a permis, j'ai réouvert bien sûr avec la présentation du livre. D'accord. Qui a été terminé aussi en juillet au même moment. Okay. Et là j'avais dit tous les artistes, à tous les Sarajeviens, écoutez, venez chercher votre livre, vous êtes tous dedans, venez chercher votre livre pour le redémarrage de la galerie. Et donc on se retrouve maintenant dans cet appartement austro-hongrois de 100 mètres carrés bien frappé, qu'on a rénové. En fait c'était le truc est très très simple. La partie à l'entrée, la partie salon, je l'ai gardée telle quelle dans son jus. Ça fait un bel appartement domestique, austro-hongrois, très beau avec les belles fenêtres. J'ai essayé d'en faire un espace presque comme on se sentirait presque à la maison, en tout cas chez quelqu'un. Dans le salon, on est toujours accroché des œuvres de plein d'artistes. C'est une sorte de cabinet de curiosité, un peu comme un salon de collectionneur presque. C'est vraiment un truc très... un espace assez chaleureux où on se sent bien, où on a envie de poser ses fesses dans le canapé, de discuter. Qui rappelle toujours un peu plein de monde qui passe. On boit des cafés à longueur de journée, on discute, c'est un peu notre lieu de travail, d'expérimentation et tout ça. Et de l'autre côté de l'appartement, donc là dans les espaces où nous sommes, on a rénové complètement ces 2 pièces pour en faire 2 watt cubes standards comme partout dans le monde. On a bouché les fenêtres, des grands murs blancs. Donc voilà, l'appartement il a fait une sorte de balance entre un espace domestique, chaleureux, un peu une sorte de salon de collectionneur privé presque, et de l'autre côté le grand classique du white cube avec bien éclairé, accrochage tiré au couteau, le truc nickel. Donc voilà, je fais la balance entre ces deux espaces qui sont séparés par un très très long couloir. Donc voilà, on passe d'un monde à l'autre. Le fait que tu sois à 2 pas de l'école des Beaux-Arts a joué dans ton choix ici Pas du tout. Pas spécialement. Non, absolument pas. Sarajevo n'est pas très grand, mais bon. J'ai visité énormément de lieux, au moins une vingtaine, avant de trouver cet appartement. D'accord. Parce qu'il y a plein de petites règles, de galeries que je voulais conserver, c'est-à-dire les murs, il faut qu'ils soient à 3,80 m de haut minimum. Sinon après, si on expose des grands trucs, on a l'impression qu'il y a le plafond qui vous tombe dessus. J'avais quand même pas mal de restrictions, pas mal de contraintes très très précises. Donc c'était trop bas, trop petit, trop cher. Ça a été un peu besogneux. Mais quand je suis rentré dans cet appart, j'ai eu le coup de foudre immédiat. Et puis voilà, cet appartement rénové, je pense qu'on peut en faire quelque chose de bien. Pour parler très pragmatiquement, ça a aussi réduit tous les frais. De façon très importante. En fait, j'ai divisé par 2, à peu de choses près, tous les frais mensuels de location, chauffage, d'intendance. Pour la seule et bonne raison que je ne sonne pas dans la rue. C'est ça. C'est juste ça. Donc j'ai réussi à faire baisser les loyers très très fortement. Et donc l'aventure continue dans cet appartement avec les mêmes perspectives et les mêmes ambitions. Et donc tu as un peu de gras devant toi, comme on dit en France. Je veux dire, tu n'es plus obligé chaque mois de chercher des sous. Alors là, en fin de compte, ça s'est un petit peu inversé parce que j'ai toujours, depuis 2011, j'ai le soutien d'Agnès qui est permanent et annuel. D'accord. Donc qui est vraiment un gros soutien, qui me permet en fait, en gros, de financer complètement, à peu de choses près, l'intendance de la galerie. L'intendance, les murs, en fin de compte, sont financés par le fonds de dotation. D'accord. Et après, c'est à nous de nous débrouiller, expo par expo, s'il faut faire des encadrements ou des choses. Après, c'est à nous de nous débrouiller. Très bien. Mais en tout cas, les murs sont sauvés. Enfin, quoi qu'il arrive, j'ai les sous nécessaires pour faire tourner la boutique. Alors un petit mot quand même sur l'actualité immédiate, là, le centenaire et le Sarajevo, cœur de l'Europe. Donc tu es un peu occupé parce que tu as une expo là qui doit se préparer. Il y a plusieurs choses en même temps. Il y a plusieurs choses en même temps. Il y a aussi un observatoire. Comme j'arrive critique, souvent à décoincer plein de trucs, on m'appelle toujours pour plein de petits problèmes. Ma question était juste celle-là, c'est est-ce que tu vis aussi au rythme de ce genre d'événement? C'est-à-dire, est-ce que c'est important de suivre l'actualité événementielle. Moi c'était assez important parce que c'est un moment quand même vraiment historique. Donc moi je suis très content que l'exposition qu'on va produire ici soit incluse dans le programme officiel et commémoration. D'accord. Je pense que c'est très bien aussi pour les artistes, niveau visibilité et tout ça. Donc c'est un grand moment symbolique à laquelle il fallait, je pense, participer. D'accord. Donc ici on a essayé de trouver une exposition, essayer de fabriquer une exposition qui soit
qui parle de cet événement et qui en parle aussi un peu avec distance et un peu avec des lignes parallèles. Ouais. Par exemple, là, dans cette pièce, là, on est entouré de photographies de Ljubomir Kovačević, de la grande bibliothèque nationale de Bosnie, en fait, qui a été bombardée donc, en 1992. En feu, la bibliothèque est en feu, comme dit l'autre. Et on expose cette série tout simplement parce que Ferdinand se rendait à l'époque, c'était la mairie de Sarajevo, c'était pas la grande bibliothèque. Il est une question que ça redevienne la mairie ou bien c'est ça, c'est toujours pas d'accord. Une bibliothèque, pourquoi pas, mais il n'y a plus de livres. C'est ça, 95% disparu. La mairie, c'est une bataille politique. Mais voilà, c'était important de montrer cette série parce que voilà, Ferdinand se dirigeait à la bibliothèque pour signer différents accords, Autriche-Hongrie. Un dernier truc, c'est des questions de gens qui viennent d'ailleurs et qui repartent vite, mais toi tu sais mieux, mais est-ce que des événements comme ça, il y en a en permanence à Sarajevo ou bien... Alors c'est très étrange parce que l'année, en fin de compte, elle est scandée par des grands festivals. C'est ça. Donc, il y a par exemple le Sarajevo Film Festival, qui est pendant 10 jours l'événement majeur à Sarajevo qui transforme complètement la ville. Vous avez 100 000 personnes qui arrivent sur l'espace de 10 jours. C'est quasiment une autre ville. Il y a le Jazz Fest, qui est vraiment un truc de très très grande qualité et qui réunit tous les meilleurs jazzmen du monde. C'est un truc... le Salon du Livre n'existe plus, par contre. Le Salon du Livre existe encore. Ah si, alors modèle assez réduit. Ah d'accord. Il y a le Sarajevsko Zima aussi, le festival d'hiver. Donc l'année est vraiment scandée par des grands festivals. Le MES Festival aussi, le festival de théâtre. Donc à chaque fois on essaie d'avoir des collaborations. Il y a le Pravoludsky, le festival Human Rights, tous les ans en novembre. Là ça fait 4 ans consécutifs qu'on fait systématiquement une exposition en lien avec le programme du Pravoludsky. Donc on est vraiment bien connecté avec tous ces festivals et à chaque fois on essaie de trouver des façons parallèles via l'art contemporain, on va dire, de parler des choses qui parlent. On va pas t'embêter. Une dernière question que les élèves ont posée à tous les gens qu'ils ont rencontrés. Elle est très difficile et c'est pour ça que tu éternues. Pourrais-tu définir Sarajevo en 5 mots? Sarajevo en 5 mots. C'est pour nous les siens de Mostar. Ça c'est très très compliqué. En 5 photos peut-être, il pourrait facilement. Ce serait une belle humanité, des gens absolument formidables et accueillants, une notion du temps qui est très très différente de la nôtre et qui permet beaucoup de choses. C'est notre mentalité par rapport au temps, ça c'est très très important. C'est plus lent ou plus rapide? C'est plus lent, on prend plus le temps pour certaines choses. Ah d'accord. Les relations avec la famille, c'est très très important, c'est extrêmement soudé, c'est des choses, j'ai l'impression qui se dilapident un petit peu en France. Et malgré tout, une certaine joie de vivre. Ouais, d'accord. Bon, merci beaucoup. Merci, vous en priez. Donc Marjorie et Sébastien, bonjour. On est à la Galerie Duplex au cœur de Sarajevo. Vous êtes de Saint-Étienne et vous êtes présent pour le centenaire, mais pour un projet un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici? Oui. Alors, on est parti du constat que les commémorations s'organisaient, des commémorations autour de la guerre 14-18 s'organisaient ici, et que rapidement on a eu le sentiment que ces commémorations, la manière de se présenter, leur contenu, etc., venaient apporter, enfin c'est ce qui nous semblait, une vision plutôt mémorielle en fait de ces événements, et venait quelque part imposer, donc chaque acteur qui arrivait ici venait tenter d'imposer, consciemment ou non, une mémoire, qu'elle soit nationale, européenne, etc. Et que ces commémorations essayaient de contribuer à construire cette mémoire-là. Et donc notre idée, nous, c'est en faisant venir des artistes donc de France, de Bosnie et de Serbie, de leur proposer de questionner cette construction des mémoires. L'idée, c'est de construire une espèce d'observatoire critique de ces commémorations en questionnant ce rapport à la mémoire, à l'histoire qui se pose à travers ces commémorations. Et en plus donc, des 6 artistes, on s'entoure en fait
d'historiens comme Nicolas, de sociologues, de gens qui s'intéressent à ces questions aussi en sciences politiques, etc., pour aussi donner des clés de lecture aux artistes et pouvoir les engager dans une réflexion. Ok, merci. La galerie Duplex est programmée, j'allais dire, dans le projet officiel du centenaire. Est-ce que c'est facile d'être observatoire critique avec un partenaire qui lui-même est dans le programme officiel? Alors, sachez que, en tout cas sur ce projet Franz Ferdinand, on n'a demandé aucun financement aux commémorations, au centenaire. Voilà, et on nous en a proposé, on les a refusés. Après, ce projet d'exposition, c'est autre chose que Pierre avait souhaité monter avec d'autres artistes. Donc il n'y a pas de lien direct du tout entre les deux projets. Et en revanche, nous, effectivement, on a des financements en France, des financements un peu dans les Balkans, mais privés, mais on n'est pas financé du tout par le centenaire. D'accord. Une question à l'historien, Nicolas. On vient de parler des tensions entre mémoire et histoire. Et on voit que pour cette commémoration officielle, cette mémoire officielle institutionnelle du centenaire à Sarajevo, il y a quand même des enjeux politiques qui sont très forts. Quelle est la perception de l'historien sur cette commémoration officielle? Je ne pense pas qu'il y ait une mémoire officielle. Je pense qu'il y a différentes effectivement, tentatives de construction de mémoire ou bien de mémoire qui existent. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe ici reflète aussi ce qui se passe d'une manière générale en Europe. C'est souvent un refus de dénoncer une mémoire claire. Et donc, par exemple, je pense si on demande aux personnes ici quel est le message de ce centenaire, je ne sais pas si beaucoup de personnes pourront y répondre, à part le message très général, la paix, mais bon, c'est tellement général que... Mais je pense aussi de la part des organisateurs, c'est le message général. Le message général, c'est la paix et la réconciliation. Donc, à mon avis, ça veut bien dire aussi les difficultés de se mettre d'accord. Et je pense le fait que effectivement ce centenaire est une coopération de plusieurs pays européens, de plusieurs partenaires en Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, et ce fait de trouver une formule vague traduit justement la difficulté de trouver une mémoire commune. Est-ce que la mémoire ne brouille pas trop le travail de l'historien pour construire un avenir pacifié? Il existe cette phrase de Slavenka Drakulic qui a dit une fois par rapport aux Balkans, trop de mémoire, pas assez d'histoire. Et qui effectivement, à mon avis, résume bien le problème, c'est-à-dire il y a beaucoup d'enjeux mémoriels, de revendications mémorielles, et il n'y a pas encore assez de travail historique, critique, distancié. Ça ne veut pas dire que l'histoire c'est bien et la mémoire c'est pas bien, mais le défi c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et c'est vrai qu'actuellement, en Bosnie-Herzégovine ou dans les Balkans, il y a un déséquilibre en faveur de la mémoire ou des mémoires multiples, et où la distance critique par rapport à cette mémoire fait souvent défaut. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord aussi. Juste une dernière question. Je suppose qu'il y aura des installations. Enfin, est-ce qu'on pourra avoir le résultat de vos travaux quelque part? Oui, bien sûr. Alors, le projet se déroule en 3 phases. Donc, cette phase d'observation des commémorations à Sarajevo. Ensuite, on se retrouve en octobre à Belgrade pour une résidence de travail, de recherche, donc avec les artistes et donc le reste de l'équipe. Et ensuite, à Saint-Étienne, il y aura une phase de production et d'exposition des œuvres, a priori plutôt en mars 2015, et qui sera accompagnée d'une publication d'un livre voilà, avec des photographies des travaux et sans doute 1 ou 2 articles en anglais sur ce projet. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.